Mesdames et messieurs, nous continuons ce programme avec notre invité du soir, c'est le député national honorable Foura. Il est avec nous. Honorable, bienvenue. Merci, Monsieur Crespin. Merci d'avoir accepté l'invitation des Télé 50. Député national, élu, réélu, réélu. Finalement, vous avez l'ancrage populaire dans votre province, mais cette province qui est en proie à la guerre, on va y revenir, mais la rentrée parlementaire, on en parle déjà. Le 15 septembre, c'était la rentrée parlementaire. La population vous les garde. Hein? Alors, doit-on privilégier le vote de la loi des finances ou privilégier le vote de la loi portant répartition des sièges parce que la CENI a fixé les préalables et parmi les préalables, on trouve qu'il faut que l'Assemblée nationale puisse voter des lois nécessaires pour l'organisation des élections. Il ne faudra pas que vous puissiez porter sur vous cette responsabilité du report des élections. Hein. Merci, M. Crispin. Le plaisir est partagé de venir informer ou débattre sur des sujets essentiels du haut de votre plateau. La rentrée parlementaire a eu lieu le 15 septembre. Du point de vue constitutionnel, cette session, elle est essentiellement budgétaire. Mais cela n'exclut pas que d'autres matières, au mieux, d'autres lois soient également examinées à profondeur et adoptées par le Parlement en dehors de la loi des finances qui est le budget qui doit, n'est-ce pas, conduire l'action publique du gouvernement de la République. Alors, s'il faut parler de cette loi spécifique ou l'annexe à la loi électorale qu'on appelle la répartition des sièges, cela ne dépend pas de la volonté du Parlement congolais ou mieux de l'Assemblée nationale. Parce que pour qu'il y ait cette répartition, il y a un préalable imposé qui est l'enrôlement et l'inscription des électeurs. Et c'est à fonction de, n'est-ce pas, le nombre des électeurs inscrits pour des opérations électorales que la CENI, encore là, c'est la CENI qui procède au calcul du nombre de sièges par circonscription électorale qui peut être la ville ou le territoire, selon les cas d'espèce. Et maintenant, elle nous envoie, c'est-à-dire cette CENI nous envoie cette annexe, ces calculs, et nous apprécions, nous essayons d'analyser si cela est fait en respectant les normes et que certaines entités ne sont pas paralysées. Donc, il ne faut pas, comme les gens ont l'habitude, c'est-à-dire le monde politique congolais est trop bizarre, où on a l'habitude de jeter, n'est-ce pas, les responsabilités sur les autres en fouillant ses propres responsabilités. Ce qu'il faut faire peut-être, il faut accélérer le processus d'inscription et d'enrôlement des électeurs. Nous avons, avec vous ou tout le monde, l'opinion a attendu que la CENI a réceptionné, n'est-ce pas, les kits échantillons qui devra, n'est-ce pas, servir à l'enrôlement et l'inscription des électeurs. Maintenant, ils sont en train de tester si cela peut réellement faire un bon travail pour accélérer les commandes afin de débuter l'enrôlement au mois de novembre ou décembre. C'est ça ce que j'ai attendu. Donc, probablement, c'est en novembre que l'enrôlement et l'inscription des électeurs vont pouvoir... Mais comment l'enrôlement va commencer sans la loi sur la répartition des sièges? Vous venez de démontrer que la CENI n'a pas encore présenté l'annexe qui va vous permettre de... C'est ça justement, l'annexe à la loi électorale, c'est ce qu'on appelle la loi sur la répartition des sièges. Et cette annexe est conditionnée par l'enrôlement des électeurs. Donc cette loi ne peut pas être, cette annexe ne peut pas être déposée à la phase actuelle, aussi longtemps nous n'avons pas le nombre exact des électeurs inscrits pour, n'est-ce pas, la loi sur la répartition des sièges, le vote de la loi sur la répartition des sièges
est précédé par l'enrôlement des électeurs. Exactement, exactement. Donc, tant que la CENI n'aurait pas encore débuté l'opération d'enrôlement des électeurs, l'Assemblée nationale ne peut pas voter cette loi. Donc, la responsabilité revient à la CENI. Exact. D'abord, cette loi ne va pas exister parce que la loi sur la répartition des sièges, on va le faire comment alors qu'on ne connaît même pas le nombre d'électeurs? Les nombres de sièges sont connus. Il y a 500 sièges au sein de notre Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale. Les assemblées provinciales ont déjà le nombre de sièges connus. Hein. Les députés provinciaux devraient être votés et ceux cooptés, c'est déjà connu. Mais maintenant, combien par circonscription? Ça, ce sont des détails qui sont ajoutés par rapport à ce nombre de sièges connus, lesquels détails dépendent justement des enrôlements des électeurs. Donc, aussi longtemps les électeurs ne sont pas enrôlés, cette opération d'enrôlement, d'identification, d'inscription et d'enrôlement des électeurs n'est pas encore lieu, il est impossible de pouvoir traiter cette loi-là. Donc, moi je pense, si nous sommes cohérents avec nous-mêmes, c'est-à-dire si la CENI est cohérente avec elle-même, elle a projeté le début d'enrôlement pour le mois de novembre et elle projette faire cette opération pendant 5 mois. Donc, probablement, on va aller novembre, décembre, janvier, février, mars, et qu'à la rentrée parlementaire du mois de mars, de la session de mars, on pourra examiner cette loi de manière prioritaire. De manière prioritaire, mais il y a d'autres priorités qui se présentent devant vous qui êtes politique. On parle élection, mais on ne peut pas organiser les élections sans la paix sur toute l'étendue du territoire national. Votre circonscription électorale, la province de l'Ituri est sous état de siège et les groupes armés communautaires écument. Groupes armés communautaires et étrangers écument la province de l'Ituri, mais aussi les Nord Kivu. Il s'ajoute la donne de l'arrivée des forces de pays de l'Est. Est-ce que c'est dans ces climats qu'on doit réellement organiser les élections? Moi, je pense, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, il y a faillite de l'État. Au moins en ce qui me concerne, dans 2, 3, 4 provinces de notre République. Au niveau de la province de l'Ituri, au niveau de la province du Nord Kivu, Sud Kivu, on peut également ajouter d'autres provinces comme le Tanganyika. Et je viens d'apprendre récemment, il y a un autre conflit qui est né ici, dans l'espace Bandundu. Dans l'espace Bandundu, entre les Teke et les Yaka. Et les Yaka. Donc, tout ça, ça prouve qu'il y a la faiblesse de l'autorité de l'État et que les autorités en place, c'est-à-dire ceux-là qui gouvernent, sont en train d'échouer. Maintenant, pour revenir à votre question, est-il possible d'organiser les élections dans ces contextes? Moi, je dis non. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez la situation de l'Ituri, qui est une province placée sous état de siège, l'Ituri devient invivable. Dans presque tous les territoires, les 5 territoires qui composent la province de l'Ituri, la vie est quasi inexistante. En dehors peut-être de quelques particularités dans les territoires de Aru et de Mahagi, qui ne sont pas profondément affectés, mais les 3 territoires, Mambasa, Ndjougou et Rumu, il n'y a plus de vie. C'est tous les jours que les gens meurent. Vous ne pouvez pas aller au champ. Les enfants ont difficile aujourd'hui à aller à l'école. Vous ne pouvez pas aller au travail. Même chez vous, les groupes armés se donnent le luxe même d'entrer dans la ville, visiter même des habitations, des maisons, des officiels, au vu et au su des autorités de l'état de siège. Alors, la priorité, je pense, s'il fallait demander mon avis, c'est de réfléchir. C'est de mettre en place des stratégies qu'il faut approprier pour pouvoir éradiquer ces phénomènes de groupes armés. Réfléchir avec qui? Non, mais qui est le père de la nation? Le chef de l'État doit convoquer autour de lui des intelligences. Je dis bien des intelligences. Parce qu'on peut avoir des gens
dont la tête est remplie de sable. Il faut convoquer des intelligences pour réfléchir. Que devons-nous faire? D'abord, je note que l'état de siège a échoué. Quand je dis l'état de siège a échoué, les autorités établies pour conduire l'état de siège dans les deux provinces ont échoué à tous les niveaux. À partir du gouverneur jusqu'aux administrateurs du territoire ou de bourgmestres de communes, selon les cas. Parce qu'en fait, on leur a donné un mandat spécifique. Celui de ramener la paix de gré ou de force. Si vous lisez l'esprit de l'ordonnance du président de la République, prise au mois de mai l'année passée, c'était ça l'objectif. Restaurer l'autorité de l'État, ramener la paix, la sécurité, voire les imposer. C'est-à-dire ces deux paramètres, la paix et la sécurité, imposer ça de gré ou de force. C'est-à-dire celui qui veut s'inscrire dans la logique de la paix, vous l'acceptez, celui qui ne veut pas, vous le poussez. Vous amenez des actions contraignantes pour pouvoir l'amener à adhérer au processus de paix. Mais cela n'est pas fait. Les gens sont là dans les discours. Discourir, déposer les armes, ne tuez pas. Le temps de discours est révolu. Et c'est pourquoi je dis haut et fort que l'état de siège a échoué. Et ça, même Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le sait, il en est conscient que l'état de siège a échoué. C'est là qu'il a placé, à qui il a vu leur confiance, ils ont échoué. Maintenant, notez, aujourd'hui, vous voyez, il y a un débat public autour de la MONUSCO en disant que la MONUSCO a échoué. Mais pourquoi on dit que la MONUSCO a échoué? Parce que le mandat accordé à la MONUSCO par les conseils de sécurité était de ramener la paix en RDC de manière générale, mais sur la bande Est. Et aujourd'hui, le commun des mortels, même quelqu'un qui n'a pas étudié, dit la MONUSCO a échoué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la paix. Et c'est de la même manière que l'état de siège a échoué. Avant l'état de siège, on tuait moins, mais après l'état de siège, on tue plus. Avant l'état de siège, on tuait dans les zones isolées. Mais aujourd'hui, on tue en plein air. Même dans les grandes agglomérations, dans les grandes villes, dans les chefs-lieux des provinces concernées par l'état de siège, les gens sont tentés de mourir. Les paisibles populations sont tentées de mourir jour et nuit. Sous le barbe, bien évidemment, de ces autorités qui animent l'état de siège. Nous étions à Bunia. C'est pas, mais nous étions à Bunia, nous avons vu quand même la vie renaître à Bunia. Vous savez, il y a 3 décennies aujourd'hui, voire 4. La guerre a commencé au Congo en 1996, avec l'entrée de l'AFTEN. Si vous calculez 96 jusqu'à aujourd'hui, c'est combien d'années? C'est plus de 28 ans. Si vous voyez 2022, donc 22 ans, vous ajoutez 4 ans de 96, c'est 26 ans. Donc pendant 26 ans, cette population est habituée à vivre dans la guerre. C'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas averti ne comprendra pas que les gens souffrent, parce qu'ils vont voir évidemment, au niveau de ce que je dis, dans les grandes agglomérations, les gens aller au marché, les gens se battre pour leur survie, les gens construisent parce qu'ils ne peuvent pas dormir à la belle étoile, même si demain ou après-demain, ces constructions peuvent être remises en cause, mais ils le font quand même. Et un observateur non averti dira, il n'y a rien, tout est calme ici. Et c'est comme ça que les autorités ont essayé, c'est-à-dire ceux-là qui animent l'état de siège, ont essayé d'amener des actions de diversion. C'est-à-dire, ils se sont plus plongés dans des actions de développement pour faire voir à l'opinion qu'il y a maintenant la paix, les routes sont construites, les hôpitaux peut-être réhabilités ou les centres de santé, ainsi de suite, les routes entretenues, alors que les gens tuent. Parce qu'en fait, la première impression quand vous arrivez, vous trouvez, ah, on est en train d'asphalter, vous dites, eh bien, il y a quelque chose. Mais non, derrière ça, on tue tous les jours. Or, la priorité pour cette population est de voir la paix revenir.
Parce que d'autres choses, nous pouvons le faire de nous-mêmes. Et justement, l'état de siège a été institué, je souligne, pas pour des actions de développement, pas pour administrer sur le plan politique la province, mais pour amener une pression militaire sur les groupes armés, locaux ou étrangers. Il n'y a pas de pression militaire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je n'ai jamais vu et jamais attendu une opération offensive menée par nos vaillants militaires sur le front, si ce n'est que la défensive. Lorsqu'on apprend, on a tué, on a attaqué tel village, on a incendié, on a tué la population, c'est alors que l'armée se déporte pour venir constater. C'est la même chose que faisait la MONUSCO et que fait la MONUSCO jusqu'aujourd'hui. Donc, vous voyez, notre armée joue à la défensive. Or, l'état de siège était pour aller contraindre l'ennemi ou le hors-la-loi, parce qu'il y a certaines langues qui disent ce sont les fils milliers, les fils maison. Et d'ailleurs, là, je vais souligner. Les groupes armés qui sont là, ils ne sont pas communautaires. Mais ce sont des groupes armés locaux. C'est-à-dire issus des jeunes gens de la province. C'est différent des communautaires où les gens, la communauté s'organise pour mettre à place une structure appelée groupe armé ou milice à faire pour un objectif quelconque. Ce sont des jeunes gens des ethnies de la province, mais qui se sont révoltés, rebellés contre l'État. Pourquoi? Maintenant, pour montrer qu'ils se sont rebellés contre l'État, ils tuent la population qui est censée protéger l'État. C'est comme vous, vous êtes père de famille, je donne cet exemple. Quelqu'un qui se révolte contre toi, au lieu de t'attaquer directement, il commence par tuer tes enfants. Qui se révolte parce qu'il y a manque d'école pour l'éducation de son enfant, il y a manque de prise en charge sanitaire, il y a problème de transport. Mais lorsque le gouverneur s'attaque à tous ces problèmes, n'est-ce pas là le moyen de contraindre ceux qui revendiquaient de pouvoir trouver des solutions dans leurs revendications et abandonner les chemins de la violence? Non, M. Crispin, cher ami, est-ce que c'est pour ça qu'ils se sont révoltés? Raison pour laquelle les autorités publiques devraient mener, c'est pourquoi je dis qu'il faut mettre les intelligences, des investigations pour savoir pourquoi ces gens prennent les armes. À mon humble avis, je ne pense pas si c'est... Ils prennent les armes pourquoi? Je ne voudrais pas engager ce débat ici. C'est au chef de l'État de trouver un mécanisme pour comprendre le phénomène qui se passe. Ils doivent contrôler le minerai lors de la province. Aussi longtemps on n'arrive pas à comprendre le phénomène qui se passe, il sera difficile d'y apporter une solution. Mais, de manière globale, il faut noter que l'État a failli. Les autorités qui sont sur terrain ont prouvé leurs limites. Et je risque de dire aussi que les autorités au niveau national, c'est-à-dire notre gouvernement, a prouvé sa limite. Le Premier ministre est parti, mais c'est une promenade de santé. Qu'est-ce qu'il est parti faire? C'est du gaspillage de l'argent du trésor public. Monsieur Sama Lukonde Jean-Michel peut nous dire qu'est-ce qu'il est parti faire là-bas. Ce qu'il a attendu là-bas, les discours, les revendications qu'il a attendu là-bas, il ne les connaît pas, il les connaît. Il les attend toujours, même par le téléphone, ici, quand il est dans son bureau. Où les gens lui disent tous les jours, ça ne va pas ici, il faut lever cet état de siège, on tue les gens meurent, la population n'est pas protégée. Quoi? Parce que l'état de siège, c'est renforcer la sécurité. Donc, vous voulez qu'on laisse la province à l'assaut de groupes armés? Non, mais si c'est plus pire qu'avant l'état de siège. Alors, revenir à la normale, pour quel résultat? Non, mais c'est pourquoi je dis qu'il faut des intelligences. Je ne peux pas développer mes stratégies ici. Pourquoi ils ne peuvent pas me consulter? Pour que je leur dise, j'ai une recette qui peut apporter la solution. Mais je ne peux pas venir le dire, étaler ça du haut de ces plateaux. Parce que des aventuriers vont prendre ça pour aller faire des chantages auprès du chef de l'État. Le président de la République doit réunir les intelligences. Les gens qui n'ont pas d'intérêt pécunier. Les gens qui ne sont pas animés par la volonté d'amasser de l'argent, des fortunes. Mais qui sont des patriotes épris d'esprit patriotique et animés par une volonté républicaine. Nous avons des recettes.
Nous avons des recettes. Ça ne sert à rien d'aller se plaindre au nom de nos pays voisins. Vous savez, vous êtes père de famille. Chaque fois on vient, on cogne votre fils. Et vous allez dans le forum du quartier pour dire, le voisin vient taper mon enfant, le voisin, bon, mets la clôture chez toi pour que le voisin, avant d'entrer, qu'il soit contrôlé. Achète des chiens de garde et tu les places. Celui qui entre dont la nature de la visite n'est pas bien identifiée, les chiens s'attaquent contre lui. Au lieu de se plaindre dans le forum du quartier pour dire, moi, mes voisins opportunent mes enfants. Voilà, tous les soirs, quand je rentre du travail, les enfants pleurnichent. Tel enfant du voisin ou tel voisin a cogné sur lui, ainsi de suite. Ça n'a pas de sens, ça. Ça n'a pas de sens. Nous devons prendre notre destin à main. La solution pour notre sécurité ne viendra pas des États-Unis, ne viendra pas de la France, ne viendra pas de l'Angleterre, de la Russie. La solution viendra de nous-mêmes. Quel type de dirigeants sommes-nous? Est-ce que nous sommes consciencieux des enjeux de l'ère? Et quelle stratégie nous mettons en place pour faire face à ces enjeux, pour relever les défis? Alors, si nous ne nous posons pas de bonnes questions, parce qu'on peut se poser des questions, mais qui ne sont pas de vraies questions, de bonnes questions, la réponse tout de suite va nous amener à la ruine. Alors, face à ces tableaux, l'organisation des élections est hypothétique. Moi, je pense, s'il y a la volonté, on peut résoudre ce problème. Parce que je vous ai dit, nous avons en Ituri des groupes armés locaux. Ils sont au nombre de 4. Il y a le FRPI, FPIC, Zaïre, Codeco. Nous avons... Sans oublier les ADEF. Non, ça, ce sont des groupes endogènes. Quand je dis endogènes, c'est-à-dire créés localement. Maintenant, il y a des groupes exogènes. Dans le groupe exogène, là, nous avons ADEF, qui est déporté de Béni, mais de Béni venant, c'est pas de Uganda ou ainsi de suite. Nous avons le Maï Maï qui s'est déporté aussi à partir du Nord Kivu. Nous avons les Hutu rwandais, les Banyabwisha. Ces deux questions peuvent être résolues différemment. Mais avec une volonté, une ferme volonté, on peut arriver à maîtriser les groupes locaux et maintenant concentrer les efforts, les énergies sur les ADEF. Mais à quoi a servi? Donc, pour vous, le processus de Nairobi est faible. Non, mais a montré aussi ses limites. C'est une distraction. Distraction pour vous. Retenez la date d'aujourd'hui et l'heure, vous allez me dire ça plus tard. C'est une distraction. Je vous dis que c'est une distraction. Et la solution, c'est quoi? On va nous rouler parce qu'on nous voit incapables de prendre notre destin en main. Nous allons commander... Il faut organiser le pourparler directement avec le groupe armé ici sur notre sol. Oui, mais avant de l'organiser, notre armée, grâce à l'impulsion du commandant suprême, qui est le président de la République, doit prouver sa puissance de fait. Vous savez que seul l'État a le monopole de la violence. Mais lorsque des groupes doivent s'organiser pour violenter l'État, pour mettre l'État à genoux, vous voulez que qui vous respecte? Avant de faire appel à ces gens-là pour une discussion, bien évidemment, afin de comprendre leurs intérêts, il faut d'abord que l'État leur prouve de quoi il est capable. Est-ce que nous manquons les capacités, les ressources humaines, les ressources matérielles, financières pour prouver à quoi est-ce que notre armée est capable? Nous ne les manquons pas. Il nous manque la volonté politique. Il nous manque le courage. Parce qu'il faut prendre des décisions courageuses et non pas des décisions prudentes. Le comble est que ceux qui nous dirigent, mieux ceux qui ont la signature, parce que beaucoup vont se poser la question, tu es parlementaire. Les parlementaires ne décident pas, ils légifèrent et puis ils contrôlent. Avec cette constitution qui prête trop de confusion, où le chef de l'État peut dissoudre l'Assemblée selon son bon vouloir. On n'a pas le mécanisme de contraindre le gouvernement à faire ce que nous voulons. Mais ceux-là qui ont la volonté, qui ont la décision à main, où ils peuvent signer même sur l'arrêt de mort d'un individu. Mais pourquoi ils ne prennent pas des décisions courageuses? C'est pourquoi je dis, les autorités ont failli. L'état de siège, c'est un échec.
et nous devons l'assumer comme tel. Maintenant, repenser, les intelligences sont là. Là, c'est un appel vibrant à qui veut m'attendre, qu'on réunisse les intelligences pour pouvoir mettre en place un mécanisme d'éradiquer définitivement ces fléaux, au lieu de se plaindre au nom des voisins. J'ai donné un exemple simple en disant, vous êtes père de famille, moi j'ai des enfants. Si chaque fois je me plains au quartier en disant, les voisins tapent mon enfant, et que je ne sais pas amener une action dissuasive pour prouver à ces voisins, si vous voulez que nous allions sur ce terrain-là, vous allez me raconter sur votre chemin. Comment on va me respecter? C'est pourquoi tout le monde veut se servir de la RDC comme marchepied, distraire la RDC et tirer profit qu'il peut tirer ses intérêts. Honorable Foura, député national et élu de Mahagui, dans la province de l'Itourie. Exactement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, le plaisir est partagé. Ça me ferait énormément plaisir d'avoir encore le temps de creuser à profondeur sur cette question, parce que je dis, il est possible de mettre fin à cette situation et de placer la République tout entière sur la voie du développement. Ça sera fait dans nos émissions spécialisées avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants.